Ok. Ok, super. Il y a juste un léger décalage. Ok. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre édition, la deuxième édition du Salon du promoteur littéraire online. Dernier jour, dernier échange. Et voilà, c'est un échange qui s'annonce déjà très intéressant. Aussi intéressant que les autres déjà. Donc voilà pour parler de la littérature francophone d'aujourd'hui. Faut-il redéfinir les théories et les pratiques? Ça, c'est le thème avec lequel nous clôturons cette deuxième édition du Salon du promoteur littéraire online. Bien, et pour en parler, j'ai avec moi le professeur Hassana Brahim, qui est auteur de plusieurs ouvrages, et notamment, vu qu'on parle de la littérature francophone, on parle des théories et des pratiques. Il a écrit l'écrivaintologie, et, sauf si je me trompe, professeur, il y a aussi le dictionnaire de l'écrivaintologie. Oui, le micro est toujours coupé, professeur. Oui, justement, je viens de publier, c'était même juste hier, et j'ai même un peu anticipé Ah, la d'accord. publication. C'est par rapport justement à cette journée-là, à ce débat que j'ai accéléré la publication de ce livre pour mieux Ah, asseoir ce d'accord, débat. d'accord, c'est super. Ok, ça c'est parfait. J'espère vraiment pouvoir me le procurer dans les prochains jours parce que déjà je connais l'étendue de ta pensée, je connais le regard que tu as sur la littérature, aussi tes inquiétudes. La dernière fois en Vendée, à l'université, tu en parlais et j'espère que nous aurons l'occasion vraiment de te suivre, t'étendre là-dessus et nous apporter un peu plus de tes lumières quant à la redéfinition ou encore à la nouvelle pensée de cette littérature francophone. Merci. D'accord, je t'en prie. Alors, cher Katel, tu nous viens de quel pays déjà? Tu as un accent qui me vient de l'Ouest. Je suis du Cameroun, du Sud Cameroun exactement. Ah, Sud Cameroun. Ah, d'accord. C'est là que tu parles. J'ai beaucoup d'amis ivoiriens, tu as leur accent. Donc, c'est bien d'avoir aussi, de savoir que chez nous aussi, on a cet accent. C'est vrai, ton accent, il est très Afrique de l'Ouest. Donc, voilà. Exactement. Bonjour, Katel. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup, Ray. Merci à toute l'équipe d'acolytes qui organise de main de maître ces échanges. Bonjour à Basile, bonjour à Hassana et bonjour à toutes celles et tous qui nous écoutent. D'accord. Alors, Katel, qu'est-ce qu'on peut savoir de toi en bref? En bref, je suis chef de projet culturel. Je dirige l'agence littéraire Essoulan qui découvre et accompagne de jeunes auteurs et D'accord. autrices qui viennent d'Afrique. Et Mhm. parallèlement, je dirige le projet littéraire Appelle-moi Poésie, qui filme des poètes et des poétesses venus du monde Mhm. entier pour la chaîne TV5 Monde. Ah, d'accord, d'accord, c'est très intéressant. Justement, c'est une grande chaîne francophone et on aura l'occasion de voir quelles sont les extensions justement d'un projet comme celui-là. Merci encore, Katel, d'avoir accepté d'être des nôtres et on passera tout ce temps, 1h30, 90 minutes ensemble. Ce sera très riche. Merci. Alors, bonjour, Basile. Basile, ton micro, il est toujours fermé. Je, je l'ouvre. Ok, c'est ok, maintenant c'est ok. Ah, tu l'as refermé. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon, voilà. Oui, c'est bon. Oui, je vous écoute. Bonjour, Basile.
Oui, Bonjour. bonjour et bienvenue à cet échange littérature francophone d'aujourd'hui. Faut-il Merci redéfinir beaucoup. les théories et les pratiques? Alors, bienvenue déjà, et merci d'avoir accepté cette invitation. Et Merci. voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir de Basile Hané? Bien, assez simplement, Basile Hané, je suis écrivain. C'est à ce titre-là que je suis là. Mais je suis enseignant de formation, fondateur d'établissements privés. Je crois que c'est juste ma petite présentation. Maintenant, bon, j'ai quelques des affinités politiques. On pourrait en parler. D'accord. Et bien sûr, le côté éducateur, directeur d'école, ça sera très intéressant parce que les enfants, Fondateur justement, d'établissement. c'est la base. Fondateur. Oui, OK, les enfants, c'est la base pour pouvoir travailler, pour pouvoir penser le futur, étant donné qu'on est en train de penser à une redéfinition de notre littérature, en fait, de certaines critiques. J'espère que nous passerons ce temps de qualité avec toi aussi. Alors, Basile, pour rester avec toi et ouvrir cet échange, Oui. la littérature francophone, déjà, qu'est-ce que ça représente? Quand on dit littérature francophone, qu'est-ce que ça représente de façon générale? Comment toi tu reçois déjà, j'ai envie de dire ce concept, comment tu le reçois? Merci. Je crois que, alors, parler de littérature francophone, c'est parler de la francophonie d'abord. La francophonie qui est cette organisation qui rassemble l'ensemble des pays ayant en partage la langue française. Et donc, littérature francophone, pour moi, c'est amitié, partage, comme aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer mes frères camerounais, etc. Et donc, littérature francophone, pour moi, partage, amitié et surtout développement, vision d'une nouvelle Afrique. Voici en quelques mots ce que je peux dire. D'accord, merci pour cette introduction déjà. Développement, vision pour une nouvelle Afrique. Catel, qu'est-ce que cela t'inspire? Qu'est-ce que cela te dit à toi quand tu entends littérature francophone? Est-ce que tu ressens encore l'influence, toute l'influence de la France dans cette appellation, ou alors c'est une liberté des pays sous la langue française d'exprimer leur littérature? Comment tu reçois ce concept de littérature francophone? Oui, bien sûr, derrière littérature francophone, j'entends beaucoup l'influence de la France, bien entendu. C'est difficile de faire autrement quand on connaît évidemment le passé colonial de la France. Et cela suppose de manière, j'allais dire, assez évidente qu'il faut s'exprimer en français, dans la langue française. Et j'ajouterais même qu'il faut s'exprimer dans la langue française telle que la France entend la langue française de manière académique. Or, on sait tous que dans beaucoup de pays où le français se parle, eh bien, on a réinventé le français dans ces pays-là. Dans les pays d'Afrique, bien entendu, mais également en Belgique, au Québec, en Suisse, on a réinventé le français. Et le français académique, enfin la France de manière académique, de manière universitaire, a encore beaucoup de mal à accepter ce français réinventé. Donc la littérature francophone, j'ai un peu parfois du mal avec ce terme-là. J'encourage plutôt les auteurs et les autrices partout dans le monde à se réapproprier leur langue d'expression première pour lui redonner vie et en faire des langues de littérature. On n'a aucun mal à imaginer le français, l'anglais, même le russe ou le portugais comme des langues de littérature. On a beaucoup plus de mal à imaginer des langues africaines comme des langues de littérature. Très intéressant, Katel, et on reviendra certainement là-dessus. Et aussi, déjà, c'est une belle introduction. On a déjà deux grands aspects sur lesquels on va repartir. Alors, Hassana Brahim, je vais enlever professeur pour l'instant, c'est le professeur Hassana Brahim qui nous a rejoint, qui est avec nous. Alors Hassana, dis-moi un peu, littérature francophone, tu as écouté Basile, tu as écouté Katel. Toi, littérature francophone, et surtout que tu travailles beaucoup sur la qualité de l'écrivain. Est-ce que écrivain francophone,
c'est quelque chose qui te parle ou qui te semble suffisamment porter l'écriture d'un auteur d'Afrique, par exemple? Merci de cette précieuse question. Permettez-moi d'emblée de remercier et en même temps de féliciter cette initiative, n'est-ce pas, ces débats que notre cher acolyte organise. Je crois que c'est vraiment inédit. Je vous présente toutes mes sincères félicitations et mes encouragements. Vraiment, ce que vous faites est extraordinaire. Voilà. Donc, et j'espère que vivement cela se poursuive et se surdéveloppe. Alors, cela dit, la littérature francophone, de manière triviale, c'est la littérature qui regroupe tous les écrivains d'expression française. Ça, c'est une décision un peu francophonique. Mais on pourra également dire un peu francographique. Pourquoi? Parce que en réalité, il n'y a pas une littérature francophone, il y a des littératures francophones. Parce que d'un point de vue francophonique, oui, c'est la langue française, mais d'un point de vue francographique, il faut savoir que le Camerounais n'écrit pas comme l'Ivoirien, comme le Suisse, le Canadien a sa langue française. Voilà. Donc, c'est d'un point de vue francophonique qu'on peut dire que c'est l'ensemble des écrivains qui écrivent dans la langue française, qui ont en commun la langue française, mais d'un point de vue francographique, on parlerait de plusieurs types de francophonie littéraire. Donc, et d'ailleurs, n'oubliez pas que les Français eux-mêmes ne veulent pas se faire appeler écrivains francophones. Ils préfèrent se faire appeler écrivains français. Alors, cette question d'écrivain francophone est très polysémique et polémique à la limite. Autre chose que je pourrais ajouter, c'est que cette littérature francophone aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que un Ivoirien qui écrit en français et qui potentiellement, peut-être le même jour qu'il a publié un roman, un livre, il peut être traduit par 1000 langues, reste-t-il encore un écrivain francophone? Du moment où son livre peut être en plusieurs versions linguistiques, ça aussi c'est un débat qu'il faut bien revoir. Donc cette question de l'écrivain francophone, de l'écrivain anglophone, lusophone, ce sont des choses qu'on a imposées de manière endogène aux Africains. Je crois que c'est une conception on doit faire éclater. Bon, mais pour le moment, on reste conformiste. On va s'appeler donc tous écrivains francophones, tout simplement. Merci. D'accord, merci mon cher Hassan Brahim. Donc je salue encore les travaux. Et justement, je dis, il y a la nouvelle parution. Il y a déjà le dictionnaire de l'écrivain théologique, parce que l'écrivain théologique, le livre est paru bien avant. Je reste avec toi, professeur. Ton écriture, justement, maintenant, quand tu écris, comment tu te sens? Est-ce qu'en écrivant, tu te sens auteur francophone? Quel type d'auteur es-tu au moment où tu entreprends d'écrire tes romans? Je rappelle que tu en as plusieurs dans plusieurs maisons d'édition. Alors, quel écrivain es-tu, toi, Hassan Brahim? Est-ce que tu es écrivain francophone quand tu produis tes textes? Voilà, merci pour cette question. Je vais aujourd'hui vous pas dire embarrasser, mais vous importuner avec mon néolangage littéraire. Je me définis d'abord comme écrivaintologue, ce qui est un peu confus parce que l'ouvrage, le dictionnaire n'est pas encore en circulation. Dans l'écrivaintologie, j'ai déjà dit que la francophonie pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, si moi, j'écris en tant qu'écrivaintologue, avant d'écrire, on pense. Et c'est ce que j'appelle l'état de l'écrivancier. L'état de l'écrivancier, c'est celui qui pense l'idée littéraire. Alors, moi, je suis convaincu du postulat que quand j'écris, je me pense d'abord comme africain. La pensée n'est pas, la pensée n'est pas française. Alors, si tu es baoulé par ça et que tu écris un roman, tu penses d'abord dans ta langue maternelle. Alors, la langue française n'est qu'une médiation. C'est vrai que c'est un instrument par lequel je m'exprime.
Or, la pensée littéraire est plus importante que l'expression littéraire. Si vous voulez que je réponde de manière simple, moi, quand j'écris, je me sens d'abord africain. C'est ça qui crée mon œuvre. Et je peux emprunter le français, l'anglais, le japonais pour exprimer cette pensée africaine. Donc, pour moi, il y a une sorte de dichotomie entre la pensée littéraire et l'écriture littéraire. Donc, moi, je postule que tout écrivain pense d'abord par sa langue maternelle. Donc, il est très difficile de dire de moi que je suis un écrivain francophone. Dans un roman que j'écris en français, c'est vrai, l'expression est française, si vous voulez, francophone, mais je refuse de donner une paternité absolue. Je préfère dire que, et je l'ai écrit dans mon écrivaintologie, que tout écrivain africain est bilingue dans son œuvre. Bilingue parce que sa pensée est peut-être bassa et son écriture est française. Et donc, ça fait une sorte de bilingualité qui caractérise son roman. Donc, il serait malpropre de dire, par exemple, que Senghor est un écrivain francophone. Il serait juste de dire qu'il est peut-être d'abord, je ne sais pas s'il est sincère, et francophone. Ce serait plus juste pour ne pas effacer l'écrivain. Parce que, justement, l'écrivaintologie, c'est la théorie de l'écrivain effaceur et du risque de la littérature effacée. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire. Donc, peut-être pour conclure et en résumé, je dirais, non, je refuse d'être un écrivain francophone. Moi, je suis, par exemple, ethniquement parlant, je suis arabe choix. Et donc, quand vous me demandez, est-ce que tu es un écrivain francophone, je dirais, je suis un écrivain arabo-francophone. Ce serait plus juste. Ok, merci beaucoup, cher Hassan Brahim. Et justement, en parcourant l'écrivaintologie, justement, il y a des positions que l'on doit prendre et toujours vers le côté de l'authenticité de l'auteur déjà dans l'être humain, dans l'humain qu'il est avant maintenant d'être classé dans un sous-groupe. Donc d'abord cette expression de lui-même qu'il arrive à mettre en avant. Bien sûr, on pourra un peu plus le développer. Basile, oui. Francophone. Merci. Oui. Avant que tu déposes ta question, Ray, tu m'entends? Oui, je t'écoute, Basile. Ok. Très bien, Avant très que bien. tu déposes ta question, je voudrais porter quand même une réflexion sur la déclaration de notre frère Brahim et Axel. D'accord. Il y a un élément que je voudrais qu'on prenne en compte. Tout à l'heure, j'ai dit pour moi, francophonie, c'est égal à amitié. Qu'on le veuille ou pas, nous, écrivains francophones, que nous soyons ivoiriens, camerounais, togolais ou béninois, la langue qui est notre support de communication, nous ne l'avons pas choisie. La langue française nous a été imposée. Qu'on le veuille ou pas, nous n'étions pas là. Aucun de nous n'a fait le choix. Cependant, aujourd'hui, il est que cette langue-là nous permet de nous exprimer, d'exprimer nos idées. Moi, je suis Agni. Et donc, comme Brahim le dit, d'exprimer mon idée Agni. Mais comprenons quand même que cette langue française, elle sert de substrat à notre pensée. Dès lors, moi, je ne vois pas en quoi ça me gênerait, moi, en tant que Basile Ané, de me reconnaître en tant qu'écrivain francophone. Si, pour moi, la francophonie, c'est le moyen d'un brassage, d'un alliage de plusieurs peuples différents, ce qui me donne encore de la richesse. Voilà. Donc, quand le frère Brahim dit que je ne me reconnais pas dans la francophonie, mais il a fini en disant, il accepterait volontiers qu'on le traite d'écrivain arabophone, si j'ai bien entendu. Mais non, alors, arabophone. Arabo-francophone. Je reconnais ma francophone. Hein. Arabo-francophone, c'est bien cela, cher frère? Tout à fait, oui. Oui, c'est ça. Ok. Mais arabo-francophone, je suis désolé, mais tu n'es pas né arabe. C'est un emprunt religieux. Et donc, si nous acceptons d'emprunter la religion, ben, acceptons de prendre la langue qu'on nous a imposée. Pour le moment, pourvu que cette langue-là nous permette de nous exprimer. Moi, c'est ma pensée sur la chose. Donc, mon cher frère, je suis d'abord arabe.
J'ai dit, je suis arabe au choix, arabe. donc je parle l'arabe, c'est ma langue. Je suis arabe. Ah, d'accord. Voilà. Et j'ai pris l'exemple du Bassa. Bon, comme on ne se connaît pas, arabe, voilà. Voilà. OK. Bon, soit. Mais par exemple, si j'ai un frère musulman qui se reconnaît dans l'écriture arabe, vous voyez que ça pose problème. Je ne veux pas qu'on soit, chose comme on appelle, qu'on soit limitatif. Moi, je veux qu'on soit plus collectif, plus richesse, parce que la littérature francophone, quelqu'un l'a bien dit, je pense que c'est Catel. Mais quand on parle de littérature francophone, elle prend en compte la littérature béninoise qui est particulière, la littérature ivoirienne qui est singulière, et etc., etc. C'est une richesse pour moi. Voilà ce que je voulais dire pour ne pas monopoliser la parole. Je pourrais réagir. Merci, Basile. Monsieur le modérateur, oui, il m'a interpellé. Je peux... Une seconde. Oui, le frère a raison. Je partage son point de vue, à savoir que on ne renie pas notre francophonicité, si vous voulez. On ne renie pas qu'on est francophone. Mon raisonnement, c'est qu'il ne faudra pas qu'on efface notre africanité, même si on utilise la langue française. C'est un peu ce que j'ai voulu faire savoir. Le reste, je suis d'accord que nous, la francophonie est un espace culturel pour tous les Africains, pour tous ceux qui s'expriment en français. Et cet espace francophone, qui est d'abord géographique, est un creuset par lequel on se reconnaît, on crée la fraternité, tout ce que vous voulez. Je suis d'accord. Mais sauf que vous vous souvenez de ce que Senghor dit. Le métissage culturel, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Le français nous donne. Nous recevons du français. Mais qu'est-ce que nous donnons aux Français? Moi, je veux seulement qu'on ajoute que nous donnons aux Français notre africanité. C'est pour cela que je refuse de voir dans mon roman écrit en français rien que la francophonie. J'aimerais y voir l'africanité, tout simplement. Voilà, merci. Justement, cher Hassana, tu as anticipé sur mon prochain élément que sur lequel je voulais entendre Catel. Et justement, on parle de cette africanité. Catel, est-ce que francophonie, finalement, ne vise pas à réduire, je veux dire, à casser la dynamique individuelle dans son contexte, en lui-même, par exemple? Je peux te dire, moi je suis béninois, je suis écrivain francophone. Déjà, est-ce que le francophone ne vient pas inspirer le béninois qui est là? Et si bien que lorsqu'on regarde l'écriture du béninois, on pourrait finir par dire non, mais ça c'est il est moins léger que le tchadien. Parce que là maintenant c'est le français qu'on regarde et non la question du contexte. Donc, ma question c'est celle-ci, est-ce que l'africanité ne se retrouve pas un peu diluée ou alors beaucoup diluée dans ce qu'on appelle francophonie? Oui, je pense que l'africanité se retrouve forcément un peu diluée, mais j'ai envie de répondre que c'est en fonction du point de vue qu'on décide d'adopter. Moi, je vis en France et du point de vue notamment de beaucoup d'éditeurs français qui résident en France, l'Afrique, les écrivains africains forment pour eux un seul et même tout. Il n'y a pas pour eux d'écrivains béninois, il n'y a pas pour eux d'écrivains congolais, il n'y a pas pour eux d'écrivains guinéens. Il y a pour eux les écrivains africains la plupart du temps. Comme si effectivement on faisait comment dirais-je, on faisait disparaître la singularité de chaque auteur, voilà, sous cette grande appellation de écrivain africain dans la francophonie. Donc ça, évidemment, c'est un problème. C'est un problème parce que cela tend à annihiler, à nier même les identités particulières de chaque personne qui vit sur le continent africain et qui écrit sur le continent africain. Donc c'est un problème quand on se place ici du point de vue de la France. Mais quand on est au Cameroun, par exemple, quand on vit sur le continent africain, on se rend bien compte entre nous que notre manière de pratiquer le français, notre manière de l'écrire, notre manière de le faire vivre est fondamentalement différente entre nous.
Donc, je dirais que ça dépend vraiment du point de vue, de l'endroit où on se place quand on parle. D'accord, d'accord, ça c'est bien entendu, c'est capté. Donc, tout dépend du point de vue. C'est vrai que le micro. C'est comme s'il y a un écho. Hein? Oui, Il y a beaucoup le souci c'est que je suis dans une salle. Oui, je suis dans une salle qui est très ouverte. Et donc, si on coupe le micro, je crois que l'effet sera moindre. Ah, d'accord. OK. Ok, c'est parfait. Voilà, donc il y a cette question de contexte justement qui va se retrouver un peu galvaudée, qui va se retrouver un peu, je veux dire, ignorée même, pas méprisée dans un certain sens. Parce que désormais, quand on dit écrivain francophone, c'est qu'on va se dire, OK, on va évaluer le français qu'ils sont en train d'écrire. Et ce français, on va l'évaluer par rapport au français de Paris. Et maintenant, Hassan Abrahim, je voulais te poser cette question qui est proposée par L'Orchidée Moulingui, une grande lectrice qui est au Gabon, qui est promotrice de mon univers livresque. Alors, L'Orchidée demande, la littérature francophone est-elle réellement séparée de la littérature française? Les Français ne veulent pas faire partie de la francophonie, par exemple. Ils se défendent même dans les dos. Est-ce que la littérature francophone est réellement séparée de la littérature française? Ou alors, qu'est-ce qui sépare les deux? Qu'est-ce qui fait la différence entre la littérature francophone et la littérature française? Bon, merci pour cette question. Alors, déjà, j'écoute de l'écho. Oui, on te reçoit. J'ai dit qu'il y a beaucoup d'écho, ça peut aller? Ok, je fais mon micro. Allô? Ok. Bon, j'ai dit que justement, les Français, beaucoup de Français, celui qui est en France peut-être peut me démentir, mais beaucoup de Français ne se veulent pas francophones, ils se veulent français, puisque c'est leur langue maternelle, c'est leur langue, on peut dire, d'un point de vue nativiste, c'est-à-dire d'un point de vue du nativisme linguistique. Le nativisme linguistique, ça veut dire le fait que je suis né avec une langue, c'est ma langue maternelle, c'est la langue de mes ancêtres, je suis français et non francophone. Le francophone, c'est celui qui utilise ma langue, c'est-à-dire l'africain, suivre le malgache, le canadien, etc. Donc, vous allez remarquer, par exemple, que quand ils font leur anthologie, ils ne mettent pas c'est difficile de mettre dans leur anthologie des écrivains, même comme Césaire. C'est très récemment, comme Maître Césaire, par exemple, qui est martiniquais dans les anthologies françaises. Si vous prenez l'anthologie de Pompidou, vous allez vous rendre compte que les Africains, même martiniquais ou entiers, qui auraient pu être des Français, sont souvent, entre guillemets, discriminés. Donc, on peut dire que il y a une sorte de... Ce n'est pas que pour les Français. Je suis sûr que c'est la même chose avec le monde arabe. L'écrivain arabe est l'écrivain arabophone. Donc, il y a une sorte de distinguo qu'on établit, une catégorisation des auteurs sur la langue. Donc, c'est un débat. C'est un débat. N'oubliez pas qu'il y a une fois, à l'époque de Chirac, il a été même menacé de fermer la francophonie. Parce qu'on se demande finalement ce concept sert à quoi, hein? Puisque il y a plusieurs francophonies, puisque il y a le français africain, puisque la France ne se reconnaît même pas dedans. Je crois que c'est Chirac qui a dû se battre pour que la francophonie ne s'éteigne pas. Et donc voilà, c'est un débat, c'est un débat. Et la différence, s'il y en a une, ce serait que le français africain est un français peut-être qui n'est même pas considéré à l'échelle du français du français hexagonal. Je prends un exemple peut-être illustratif, celui de notre écrivain là, Amadou Kourouma. Quand il a écrit Les Soleils des Indépendances, il s'est dit que les éditions françaises ont rejeté ce manuscrit en supposant que ce n'est pas écrit en français, tout simplement. Et qu'il a fallu que c'est le Canada qui le publie avant que la France ne rachète les droits d'auteur. C'est-à-dire, on imposait aux Africains
une sorte de français puritain. Les Senghor étaient presque des petits français avant d'être des écrivains francophones. Alors, à côté de la volonté de se détacher du français francophone ou du français français, on a créé notre part de français. C'est pour cela qu'on peut dire qu'il y a une différence entre un écrivain français et un écrivain francophone. Voilà à peu près, ce n'est pas théorisé au point que c'est enseigné, mais je crois que c'est un débat à l'intérieur de la francophonie. Oui, bien, merci beaucoup, professeur. Et en écoutant cela, on se regarde un peu mieux et on se demande, cher Basile, est-ce que français et francophonie sont sur le même pied d'égalité quand on va parler de l'expression de la langue française? Est-ce que francophonie n'est pas juste ce qui va sonner français et français, c'est ce qui est français? Donc, quand on écrira, je me rappelle par exemple les textes de Amos Tutuola qui avaient été qualifiés de primitifs parce qu'on disait qu'il écrivait un anglais qui n'était pas l'anglais consacré des Anglais, l'anglais britannique, le British. Donc, il écrivait une sorte de chose hybride qu'on assimilait un peu à l'anglais. Alors, est-ce que francophonie, ce n'est pas ce qui sonne français, bien que ça ait l'apparence de la langue française, et français, c'est ce qui est français. Donc, quand on fait des évaluations des auteurs, et quand on regarde, même quand on va lire les auteurs qui sont primés, dans la plupart du cas, on a l'impression que le français est différent du français écrit par les auteurs sur le continent. Alors, français contre francophonie, est-ce qu'on est vraiment sur le même pied d'égalité? Basile, ton micro, il est toujours coupé. Ton micro, Basile. Okay. Basile, est-ce que Basile c'est comme s'il n'a pas écouté, hein? Basile, c'est OK. Vas-y, c'est OK, tu peux y aller. Ok, merci. Et donc, j'étais en train de dire que c'est le prisme occidental. Et mes deux prédécesseurs ont déjà donné leur position qui est assez juste. L'occidental n'a jamais vu les autres peuples comme lui. Par conséquent, à aucun moment, il ne peut nous mettre sur le même pied. Effectivement, il faut bien faire cette nuance entre francophone et français. Le français, c'est vrai, il crée la francophonie qui est pour lui quand même un instrument. C'est à nous d'utiliser la francophonie positivement. C'est là un peu moi ma vision. Mais en fait, la francophonie, quelqu'un l'a dit ici, on n'a jamais vu la francophonie intervenir en Afrique dans les conflits. On n'a jamais vu la francophonie intervenir en Afrique lors des désastres ou des calamités naturelles. Mais on a quand même ce regroupement qu'on appelle la francophonie. Le seul bien, moi j'aime toujours tirer avantage des événements. Le seul avantage que nous puissions tirer, nous en tant qu'Africains, c'est que c'est une langue qu'on partage en communauté et donc qui peut nous permettre de nous exprimer. Donc, comme on l'a bien dit, la cité de Kakuruma, ils ont toujours fait ce distinguo entre la littérature francophone, donc regroupant les autres pays d'ailleurs, bien sûr, autres que les Français eux-mêmes. Et il a bien fait de le mentionner. Mais c'est à l'écrivain africain de faire en sorte que sa langue soit acceptée, que son écrit soit accepté. Nkrumah, c'est vrai, il a été refusé en France, mais finalement publié au Canada. Quelques années plus tard, les éditions françaises reviennent pour publier Nkrumah, Les Soleils des Indépendances, en l'occurrence. Naturellement, vous voyez que Nkrumah aujourd'hui traduit dans pratiquement une cinquantaine de langues. On peut dire qu'il a su s'imposer. Et donc, à nous d'apprendre à nous imposer en utilisant leur langue. Pour revenir quand même à notre thème, faut-il redéfinir les théories et les pratiques? Moi, je réponds aujourd'hui par l'affirmative. Effectivement,
les pratiques et les théories ont évolué dans le temps. Et donc aujourd'hui, la littérature francophone a, si vous voulez, ses caractéristiques propres dans l'évolution. Ce n'est plus la même littérature qu'on a retrouvée en 1960, qu'on a retrouvée en 1970. Et puis aujourd'hui, à la suite de Nkrumah, on a vu notre frère Soni Labou qui a commencé à écrire comme lui. Chez nous, on a notre grand frère, paix à son âme, l'écrivain Jean-Marie Adiafi, professeur de philosophie, qui avait créé l'écriture Nzassa. Et donc, les Africains se sont appropriés la langue française pour exprimer leur africanité quelque part. Et donc, quand on me dise il y a une différence entre la littérature francophone et la littérature française, effectivement, cette différence existe, mais moi, je ne veux pas toujours voir le négatif des choses. Je considère Ok, Basile, c'est bon, tu en as terminé avec ton exposé? Oui, oui. D'accord. Oui. Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup, cher Basile. Je vais couper le son chez Basile déjà. D'accord. Alors, Catel, quand on veut parler de la langue, on veut parler de ses influences, ses capacités, on veut parler de sa force, on a toujours ce petit complexe. Ok, d'accord. Si le micro peut être coupé, c'est parfait. Très bien. Donc, quand on parle de la langue, il y a toujours cette grande influence qui nous vient de Paris, et puis on se dit, si je n'écris pas comme les auteurs, Gallimard, j'entends beaucoup d'auteurs le dire parce que j'encadre beaucoup d'auteurs aussi, donc au sein d'Acolyte. Donc, il y a des auteurs qui disent, si je n'écris pas, il me faut avoir une écriture comme chez Gallimard, il me faut écrire pour être chez Le Seuil, il me faut écrire pour avoir le Goncourt, il me faut écrire pour le Renaudot et ceci. Alors, francophonie et Renaudot et Goncourt et tout ce que ça comporte, est-ce que tout cela te semble compatible? Et quand on regarde déjà les auteurs qui obtiennent ces prix, les auteurs africains qui ont ces prix, soit en Goncourt des lycéens, soit en... allons-y en Goncourt, laissons le Goncourt des lycéens, bon, parce que c'est une toute autre histoire, ça. Donc, allons-y pour le Goncourt. Des auteurs africains qui obtiennent le Goncourt, très souvent, ils ne sont pas des régions francophones. Ce sont des auteurs africains, mais bien sûr, basés à Paris, basés en Suisse, basés au Canada ou ailleurs. Mais ce ne sont pas généralement des auteurs des zones francophones. Est-ce que l'Afrique, maintenant, elle ne gagnerait pas? Ou alors la francophonie en elle-même, laissons la francophonie aussi pour l'Afrique. Est-ce que l'Afrique ne gagnerait pas à établir, vu que nous sommes dans une redéfinition des théories et des pratiques? Dans les pratiques, la question des prix littéraires, est-ce que l'Afrique ne gagnerait pas à établir un prix littéraire fondé maintenant sur sa propre évaluation, sur son propre regard, pour pouvoir dire voici l'auteur africain de l'année, plutôt que de le recevoir, par exemple, depuis un Nkrumah, depuis tel autre? Est-ce que l'Afrique ne gagnerait pas à avoir son auteur et dire nous, voici celui que nous voyons avec le regard étant donné que finalement, francophonie, on est laissé à nous-mêmes, on va subir le reste. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à avoir un prix qui est le regard, disons, francophone? Oui, bien sûr. Bien sûr que l'Afrique gagnerait, la littérature africaine en général gagnerait à avoir ses propres codes quelque part, son propre fonctionnement, sa propre façon de s'évaluer et donc ses propres prix littéraires. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ça. On ne peut pas en vouloir complètement à la France de juger avec le regard franco-français.
beaucoup de prix littéraires qui sont organisés en France jugent à travers le prisme uniquement français. Et tu as tout à fait raison, Ray. Lorsque des écrivains d'Afrique sont primés par des grands prix littéraires en France, ce sont souvent des écrivains d'Afrique qui effectivement ont fait une grande partie de leur carrière en Europe, avec donc des codes européens, des codes français en l'occurrence, qui sont très très bien acquis et qui sont très appréciés des éditeurs français, des grandes maisons d'édition françaises. Donc effectivement, la France regarde l'Afrique, la francophonie africaine, par le prisme de ses propres codes. La France est un très vieux pays de littérature, je n'apprends rien à personne, et les institutions littéraires françaises ont établi des codes qui régissent encore aujourd'hui non seulement la littérature francophone, européenne, mais même une grande partie de la littérature mondiale. La France est un pays très puissant, notamment lorsqu'il s'agit d'attribuer le prix Nobel de la littérature, par exemple. Donc la France est un pays qui compte énormément pour fixer donc les codes même de la littérature mondiale. Mais en ce qui nous concerne, nous les Africains, en ce qui concerne les auteurs et les autrices d'Afrique, moi j'ai envie d'être positif parce que je pense que ce n'est qu'une question de temps. De plus en plus, la littérature africaine se structure autour de maisons d'édition, autour de circuits de distribution que nous réinventons, mais également autour d'auteurs et d'autrices surtout qui ont une façon maintenant d'écrire que je trouve moi en tout cas très émancipée des dictates de l'académisme français. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps pour qu'un jour, dans quelques années, on voit apparaître des grands prix littéraires béninois, angolais, congolais, tchadiens, que sais-je, et qui vont permettre de mettre en lumière cette singularité propre aux auteurs et aux autrices d'Afrique. D'accord, merci beaucoup, Katel. C'est très enrichissant, justement, parce que là, on en revient toujours à la question de la singularité, parce que c'est cela qui semble véritablement caractériser l'écriture de façon globale. Cette singularité, c'est elle qui fait la diversité en littérature. Hassana Brahim, quand on dit, tout à l'heure, tu as répondu sur la question, ta position en tant qu'écrivain, quand tu écris, est-ce que tu te sentais francophone ou autre? Maintenant, ce que j'aimerais que l'on observe avec toi, toujours sur le plan de l'écriture, c'est comment écrire donc de façon crédible quand on est francophone. Parce que il y a toujours cette question de dire, il y a toute cette différence dans les écritures. Et les autres auteurs, ces auteurs africains qui sortent des grandes maisons d'édition parisiennes, autres, ont cette autre écriture-là. Alors, quand on dit qu'on est auteur francophone, est-ce que cette singularité qui est contextuelle, qui est même régionale, est-ce que cette singularité, je vais m'aller jusqu'à la famille, qui est même familiale, avec les accents, avec tout ce que ça comporte, même dans l'écriture, ça s'entend. Est-ce que ce n'est pas réduit au niveau de l'appréciation? Quand on parle de littérature, est-ce que ce n'est pas un frein? Alors, ce que je vais demander, c'est comment l'auteur francophone peut-il écrire pour se libérer? Devrait-il se libérer déjà de quelque chose? Doit-on se libérer de la francophonie pour être enfin libre d'écrire? Et je parle de la francophonie en soi, pas la francophonie de l'institution. Oui. Merci. Ça me permet de répondre à la question en revenant à un mot important de notre thème que nous n'avons pas beaucoup évoqué depuis, à presque 1 heure, à savoir l'invention, inventer. C'est important que nous pensions à l'invention. Qu'est-ce qu'il faut inventer comme théorie et pratique pour pouvoir se définir désormais comme écrivain authentique, qu'on soit francophone, français ou je ne sais de quelle autre obédience linguistique. Bref, je dirais d'abord, pour répondre brusquement à votre question, que la première chose qu'il faut savoir, et notre frère nous a dit, celui qui vit en France,
on a l'impression que quand on est en Afrique et qu'on écrit, on a du chemin à faire. C'est-à-dire, on trouve la consécration en Europe. Parce que c'est les grands prix européens, français, Renaudot, comment on appelle ce prix, le prix de l'Académie française, le prix Goncourt, c'est ça qui consacrerait un écrivain africain. Je m'inscris en faux contre cela. Ils ont même presque divisé la littérature africaine en deux. Il y a la littérature africaine périphérique qu'on ne connaît pas, qu'on ne lit pas, celle continentale, et la migriture, c'est-à-dire la littérature des Africains qui ont migré en Europe et qui trouvent donc une obédience, une mondialisation, comme par exemple Diom, comme Kalis Beyala, comme etc. Donc, on a l'impression qu'écrire et rester en Afrique, on n'est pas encore même un écrivain. Et il faudra donc comme l'a dit l'autre, qu'on s'affranchit de ces dictats qu'on nous impose. Moi, et pour cela, je pourrais donner quelques bribes de solutions. Premièrement, il ne faut pas que nous ayons le complexe que ont connu les Césaire, les Senghor de l'Africain et qui doit créer sa négritude. D'ailleurs, dans l'écrivainologie, moi, j'ai beaucoup critiqué la négritude de ce complexe-là. Moi, je n'ai jamais rêvé d'avoir un prix français, ça ne m'intéresse pas, honnêtement. C'est pas ça qui fera de moi un écrivain. J'écris, j'ai un public qui me lit, africain ou occidental. Je suis fier de ce que je suis en tant qu'écrivain camerounais. Je n'ai pas besoin de la consécration d'un Français. Donc, mais on a besoin de prix, on a besoin d'être connus. Et pour cela, nous pouvons d'abord peut-être imposer nos prix. La francophonie africaine, par exemple, il y a le sommet de francophonie, il y a l'Union africaine, il y a des cadres où nos chefs d'État devraient décider du fait qu'on doit avoir un prix d'une très grande envergure, comme le prix Goncourt. Hein? Je sais qu'il y avait un temps, les chefs d'État africains ont financé le projet IFA, inventaire du français africain. C'était un grand projet, ça a duré quelques années. Je crois que les chefs d'État africains dans leur sommet, que ce soit dans le sommet de l'Union africaine ou autres, doivent donner la place à la littérature et de créer des grands prix. Des prix qui peuvent donner à un auteur un demi-milliard, un peu comme le prix Goncourt, hein, quelques 400 millions qu'on peut donner à un auteur. Les Africains eux-mêmes peuvent primer leurs auteurs. On n'a pas besoin d'être consacré par le Nobel. C'est vrai que nous voulons aussi avoir le Nobel, mais j'aimerais bien qu'un écrivain sénégalais, malien, peut dans son petit village être consacré par ses pairs africains avec un prix prestigieux, avec un montant imposant, pour que nous n'ayons pas le complexe d'être des écrivains infériorisés parce qu'on n'a pas appris le Goncourt, on n'a pas le Nobel, etc., etc. Donc, j'en appelle à notre autonomie sur ce point de vue. Et que c'est peut-être aux Suédois, aux Belges de venir aussi chercher nos prix. Ce serait bien, parce que vous savez, dans le monde des rapports de force, on ne peut être puissant que si on propose presque l'équivalent de ce que l'autre nous présente, et qui ne doit pas nous présenter comme un appât et nous inculturalise. C'est-à-dire que moi, pourquoi il doit écrire comme un Gaulois pour être écrivain francophone? Pourquoi on me l'impose? Je ne peux jamais écrire comme un Français, puisque je suis africain. Donc on ne peut pas se comparer. Hein? Dire que nous allons faire de la littérature de l'assimilation, je crois que c'est dépassé. Et vous savez, ce qui est vrai à la littérature l'est aussi à la science. Hein? C'est-à-dire, même nous les universitaires, tu écris un ouvrage en Afrique, il serait très difficile, même quand tu es un professeur titulaire, de voir tes ouvrages cités par un petit docteur qui est peut-être au Canada. Parce que pour lui, c'est périphérique, c'est africain, c'est tropical, et puis ça n'entre pas dans la logique universelle. Je ne dis pas que tous les Occidentaux sont racistes, mais moi, je lis de tas d'ouvrages. Je ne vois pas nos travaux scientifiques africains, de nos grandes universités africaines, alors que les premières universités même sont nées en Afrique, ça c'est notre débat. Mais on a ce côté-là, que ce soit en littérature, en culture ou en littérature, on a ce complexe-là. Donc, je conclue en disant, première chose, il faut créer des prix, ou si vous voulez, toutes les instances légitimantes, hein,
On n'est pas, il y a le prix, il y a la reconnaissance des écrivains en créant des rues, des noms d'écrivains, en donnant des noms d'écrivains à des lycées, à des universités, etc. Tout ça, tous ces éléments de consécration, il faudra que nous-mêmes, nous ayons le courage, nous les Africains, chacun respectivement dans son pays ou dans l'ensemble des pays africains, nous puissions créer, n'est-ce pas, ces signes de reconnaissance. Et puis, au niveau de la théorisation, nous devons avoir le courage nous-mêmes, je finis par là, nous devrons avoir nous-mêmes le courage de créer nos courants et nos écoles littéraires. Hein? C'est vrai que on peut être néo-romantique, néo-surréaliste, on peut écrire comme Verlaine, on peut écrire comme Victor Hugo, on peut écrire comme Shakespeare, mais nous devrons aussi créer nos pratiques littéraires africaines. Déjà, on en a eu quelques-unes qui ont malheureusement eu une mauvaise fortune, mais on peut créer nos théories, nos approches authentiques, nos esthétiques, nos thématiques africaines que nous pouvons imposer au reste du monde. Hein? D'où l'idée de l'écrivaintologie, qui est une théorie, c'est vrai, universelle, mais qui quand même puise quand même ses sources dans l'africanité. Hein? Moi, je suis très content que les écrivains belges, les écrivains libanais m'écrivent, veulent connaître l'écrivaintologie, veulent être écrivaintologues. Donc, nous pouvons nous-mêmes, à mon humble avis, on peut imposer, à force de travailler, nos théories, nos pratiques, nos prix, pour que nous allions dans ce rendez-vous du donner et du recevoir avec quelque dignité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allô? Celui qui... Oui, tu me suis? Oui. Je ne vais pas monopoliser la parole, je préfère la remettre. Ok, d'accord. Donc, là, justement, je disais que le mot dignité est effectivement tout à sa place. Et cette dignité-là, justement, comment on la tient, Basile? On est avec la question de la francophonie. Oui, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans les solutions pour la tenir? Avant de répondre à ta question, avant de revenir à ta question, je voudrais vraiment féliciter mon frère Brahim pour cette piste de réflexion qu'il nous donne. Effectivement, au niveau politique, il y a une action à faire, comme il a suggéré, créer des prix qui récompensent l'écriture africaine. Et ça, c'est ce qu'il faut. J'ajouterai que, en seconde position, il faut bien que l'homme africain aussi s'intéresse désormais aux livres. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui se passe dans les autres pays, mais je pense que nous avons tous le même destin. On se rend compte que le livre n'a pas vraiment un destin glorieux en Afrique. Et donc, c'est tout ça qui fait que nous amène à courir derrière des prix comme le prix Nobel, le prix Renaudot et autres. Il me souvient que chez nous en Côte d'Ivoire, un de nos aînés écrivains, Tiburce Kofi, que peut-être vous pourrez connaître, a refusé un prix de 1 million, tout simplement parce que la Miss Côte d'Ivoire, pendant qu'elle reçoit 20 millions, on lui donne 1 million comme prix. Et comme c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche, il s'est farouchement opposé et il a décrié la situation. Et donc, quand mon frère Brahim le dit, je dis effectivement, il faut le faire parce que tant qu'on n'arrive pas à faire ce genre d'action, tant que le politique n'arrive pas à prioriser l'écriture, ben, naturellement, regardez l'impact sur notre système éducatif. Moi, mon premier ouvrage que j'ai écrit, c'est « Je suis enseignant ». Il s'agissait pour moi, c'est un comment on appelle là, qui me permettait de porter un regard sur notre système éducatif. Mais quand on regarde, parce que le livre n'est pas mis à l'endroit qu'il faut, naturellement, cela rejaillit sur notre système éducatif. Et encore pour continuer, il a dit quelque chose qui est important que je voudrais soutenir. Il faut créer nos écoles littéraires, il faut créer nos écoles de pensée. Je vous donne un petit exemple. On est tous universitaires et on a étudié le schéma de Jacobson. Vous vous souvenez de ce schéma. Alors, les facteurs de la communication, on a un émetteur et puis un récepteur. L'émetteur s'adresse à un récepteur et lui donne un message.
Mais un universitaire, deux universitaires même, en l'occurrence, paix à son âme, le professeur Zadi Zaourou et le professeur Bowie, ils sont arrivés à démontrer que le schéma de Jacobson, nous tous on l'a étudié quand on était universitaire, on l'a trouvé d'universel. Mais quand on applique ça dans le langage africain, à certains égards, ça ne marche pas. Parce qu'au lieu d'avoir, si vous voulez, un couple binaire, le professeur Zadi montre que dans l'expression africaine, dans la langue africaine, dans les cas sérieux, par exemple, lors d'un rituel, lors d'une palabre, on ne s'adresse pas directement, l'émetteur ne s'adresse pas directement au récepteur. Il y a là ce qu'on appelle l'agent rythmique. Mais à aucun moment, Jacobson n'a pensé à ça. C'est juste un exemple parmi tant d'autres pour dire qu'effectivement, comme Brahim le dit, il faut que les écrivains africains s'approprient leurs pensées, commencent déjà à écrire, et là c'est pour ça que je voulais féliciter mon frère, commencent à écrire pour proposer des critères nationaux, des critères africains pour juger d'une œuvre, que de nous baser sur les critères occidentaux. Je n'ai rien contre ces critères, mais je pense que ces critères-là, s'ils sont africanisés, ils vont mieux représenter notre pensée. C'est ce que je voulais ajouter à chose comme on appelle à la pensée profonde de notre frère Brahim. D'accord, merci beaucoup Basile. Et chaque fois, tes interventions, évidemment, tu es parti au départ avec la question de l'amitié. Quand tu parles de francophonie, et justement, il y a toujours ce côté très conciliant quand tu prends la parole et surtout quand tu vas devoir exposer. Parce qu'en réalité, on ne va pas en guerre contre les autres. Tout ce qu'on a à faire, c'est tout simplement prendre, comme diraient les autres, notre destin en main. Dire aujourd'hui, si cette écriture, si cet auteur, c'est un bon écrivain, mais il est bon écrivain selon qui? Quels sont les critères qui vont déterminer si celui-ci est plus bon que l'autre? Il y en a tel qui a un nombre impressionnant de livres, il en a peut-être 20, 30, 40, et l'autre qui n'en a que 2, on va dire que celui qui n'en a que 2, il est celui-là parce qu'il a le mieux travaillé, mais selon qui? Il répond à quelle langue? Alors, je vais remonter vers toi, Hassan, avant d'aller vers Katel. Plusieurs personnes, justement, pour être dans la question des pratiques, et depuis que nous sommes aussi aux solutions, des redéfinitions, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, plusieurs lecteurs et observateurs de ces prix littéraires disent que ceux qui reçoivent des prix ont perdu leur identité. Ils reçoivent des prix parce qu'ils ont perdu leur identité. Ils reçoivent des prix parce qu'ils sont à la solde des promoteurs de ces prix. Ils reçoivent des prix parce qu'ils ne sont plus africains. Ils sont juste, l'Afrique est devenue pour eux un territoire exotique. Et alors, c'est cet exotisme-là qu'ils vont présenter avec tout ce que ça a comme insuffisance, comme faiblesse, comme bassesse même. Et voilà, on dirait que c'est ça. Alors, quand toi tu observes, quelle lecture tu fais de cette approche en ce qui concerne l'écrivain francophone, étant donné que c'est de lui qu'il est question, africain de préférence? Oui. C'est moi qui réponds ou c'est une question qui m'est adressée? Oui, Hassan Brahim, c'est pour toi. Voilà, merci. En fait, il faut être honnête. Les prix occidentaux, aussi prestigieux soient-ils, sont des prix un peu instrumentalisés. Regardez les prix Nobel qu'on donne, prix Nobel de la paix, prix Nobel de je ne sais de quoi. Vous allez voir que c'est un dissident politique qui vient s'installer en Europe, à qui on donne ce prix. Vous avez remarqué que beaucoup de pays ont refusé les prix. Vous avez tout récemment, c'est l'Algérie qui a condamné un écrivain pour un prix un peu controversé. C'est quand on a l'impression, un écrivain ou un homme politique ou je ne sais qui est un peu opposé à son pays, qu'il est entre guillemets protégé par des prix. Ça ne fait pas honnête. Ça donne l'impression que ces auteurs primés sont entre guillemets des petits traîtres. Et puis ces prix aussi sont de plus en plus tendancieux. Et il faudra soit s'opposer aux valeurs africaines,
soit faire la promotion, je ne sais de quelle pratique sexuelle, pour avoir ces prix-là. Et ça discrédite ces prix. Ça donne l'impression que ces prix sont utilisés plutôt à d'autres fins qu'à des fins purement culturelles. Et à partir de ce moment-là, ces écrivains, malheureusement, ou ces auteurs se trouvent être stigmatisés par leur propre pays alors qu'ils devraient en être la fierté. Donc, je suis de ceux qui croient qu'il faudra d'abord que les prix occidentaux soient des prix objectifs, des prix qui sont dépolitisés, qui n'ont pas un marqueur idéologique très fort, que ça reste purement culturel et surtout consensuel. Ces prix ont connu toujours ces controverses. Souvenez-vous de Césaire, de Jean-Paul Sartre, qui refusa le prix Nobel, ou encore de Julien Gracq, qui refusa le prix Goncourt, et voilà, qui refusa le prix Goncourt, etc. Et avant les Africains, il y a des Samuel Beckett qui ont refusé le prix Nobel, etc. Parce que ces prix posent des problèmes d'ordre moral. Et donc, moi, je pense que nous ne devrons pas tirer une sorte de fierté de ces prix-là, vraiment. C'est pour cela qu'il nous faut des prix, comme dit notre frère ivoirien, dont nous aimons bien la littérature, nous aimons bien Maro Kourouma, nous lisons ces auteurs ivoiriens avec beaucoup de fierté, parce que c'est des écrivains authentiques qui mettent le mandingue dans leur langue, qui défendent leur pays, qui posent le combat réel. Et quand on lit la littérature ivoirienne, on est content. Quand on voit là-dedans vraiment la lutte pour les valeurs africaines, la lutte pour notre indépendance culturelle et politique. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit étendre à toute l'Afrique. Et moi, je respecte plus ces écrivains africains. Et vous savez très bien que un bon écrivain africain doit défendre l'Afrique et lutter contre le néocolonialisme. Et forcément, il ne doit pas être bien vu depuis le occidental. Il est très difficile que quelqu'un qui défend l'Afrique soit émis et porté au firmament, au panthéon littéraire occidental. Et moi, je crois que nous sommes dans la problématique de l'écrivain, je l'ai dit dans l'écrivaintologie, de l'écrivain effacé. De l'écrivain effacé parce que le vrai écrivain est effacé parce que c'est un écrivain qu'on ne veut pas lire, on ne veut pas écouter, parce que c'est un écrivain qui dit non. C'est un écrivain qui dit que le monde est injuste. C'est un écrivain qui n'a pas besoin de prix littéraires occidentaux, puisqu'il doit d'abord remettre en cause l'Occident. Je ne parle pas d'une révolution, mais je parle justement de la justice. Comment on peut être dans ce monde-là aujourd'hui et voir ce qui se passe à Gaza, de voir ce qui se passe, de ce que les Occidentaux font du monde, et être un écrivain qui doit plaire à ces prix-là. Ce serait immoralement impossible. Donc, moi, je pense que notre littérature est une littérature de l'engagement, mais je l'appelle plus de l'effacement. Parce que exister aujourd'hui en tant qu'écrivain connu et primé de partout, quand on est juste, c'est difficile. Peut-être à titre posthume, on reconnaîtrait les écrivains d'aujourd'hui comme de grands précurseurs du changement de demain, mais aujourd'hui, les prix littéraires occidentaux ne sont pas faits pour de grands écrivains africains. Même sur le plan idéologique, chercher ces prix, c'est chercher à se compromettre. Sauf si, bien sûr, ces prix sont rénovés, sont réajustés au respect de l'écrivain, de sa liberté d'expression. Voilà. D'accord. Hassana Brahim, je vais rester avec toi. Tu vas que le monde est juste. Voilà. Voilà à peu près ce que je l'ai dit. Ok, d'accord. Je vais rester avec toi, Hassana Brahim, pour cette préoccupation de Jean-Pierre Noël Batoum. Et là, c'est le professeur que je vais convoquer maintenant. Ce n'est plus l'écrivain, c'est le professeur. Alors, Jean-Pierre Noël Batoum dit il y a une piste simple que nous évitons, nous lire entre nous, écrivains africains. Les universitaires ont la possibilité d'étudier, de faire étudier les auteurs africains. Aucune politique n'est nécessaire à ce niveau. Alors, justement, en 2 minutes, professeur, qu'est-ce que l'université peut justement faire? Quel peut être son rôle, son apport dans la promotion de cette littérature d'intérieur, plutôt que de tout le temps faire des analyses critiques des œuvres qui viennent d'ailleurs, des œuvres qui ont eu des concours, des ceci, des cela, mais plutôt rentrer dans la littérature africaine et la promouvoir depuis les universités.
Oui, merci. Il faut quand même saluer les universités africaines. Parce que dans les universités africaines, nous avons pratiquement dans chaque université, dans les facultés de lettres, un département de littérature négro-africaine. Ce département de littérature négro-africaine et de langue et culture africaine permet quand même d'étudier tous les écrivains africains, même maghrébins. Alors, ces écrivains africains sont étudiés d'un point de vue de la recherche, notamment en produisant des mémoires, des thèses et des articles. Dans mon université, par exemple, j'ai 2 enseignants qui sont mes collègues. Moi-même, je suis chef de département de littérature. Et donc, j'ai des collègues qui ont fait leur thèse sur Amadou Kourouma, par exemple. J'ai des collègues qui sont spécialistes de littérature maghrébine. Donc, ça s'enseigne. Ça s'enseigne, du moins d'un point de vue de la programmation des enseignements, nous nous évertions à mettre dans nos programmes la littérature camerounaise, la littérature africaine, caraïbienne, maghrébine, etc., etc. Et bien sûr, même française. Mais le problème, c'est ce que a soulevé notre frère ivoirien, à savoir que les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas trop. Par voie de conséquence, on n'a pas des effectifs, je peux dire, respectables. Je peux même craindre que les départements de linguistique de littérature africaine se meurent. Parce que vous allez voir dans ces départements, je ne sais pas si cela est différent ailleurs, vous allez voir moins d'une centaine d'étudiants qui s'inscrivent dans les départements de littérature négro-africaine, mais vous allez voir peut-être 800, 700 qui s'inscrivent dans d'autres départements. Donc, nous devrons aimer notre littérature. Et de ce fait, nous devrons la produire massivement, la distribuer massivement, la consommer massivement, bref, l'inculturer dans nos manières de vivre. Quand on lit beaucoup ces auteurs, on a le plaisir à les étudier et ça peut susciter des vocations dans le parcours universitaire. Je crois que, pour conclure, est-ce que les universités africaines font de leur mieux? Oui, parce que nous enseignons cette littérature, nous produisons des ouvrages, nous faisons des docteurs dans cette littérature, mais honnêtement, le gros du problème, c'est justement cet émaillage de cette littérature dans les mœurs africaines pour que la littérature soit aimée comme le football, comme la musique. Je crois que si la littérature a cette dimension sociale, elle pourra être davantage valorisée par nos universités. Le réseau de Hassan Brahim. Donc, mais en gros, nous avons retenu, nous avons compris de quoi il parlait et ce que cela peut comporter comme challenge pour nos universités. Et aussi, on relève les efforts qui sont faits, j'en dirais, par ces universités. Ce que nous souhaitons, c'est que cela soit fait de plus en plus et aussi avec des auteurs d'aujourd'hui. Parce que Kourouma, bien sûr, Kourouma, il a fait un nom à une certaine époque, et les autres qui ont fait un nom à ces mêmes époques. On aimerait bien voir les auteurs d'aujourd'hui être diffusés, enseigner, donner Excuse-moi. Oui. Moi, je viens de publier le dictionnaire des écrivains camerounais. Et j'ai puisé beaucoup dans la nouvelle génération. Mais il faut reconnaître quand même que certains collègues, vraiment, quand je les écoute discuter, ils ont l'impression que cette nouvelle génération, disons de la fourchette chronologique d'il y a 20 ans, ce sont des amateurs, ils n'écrivent pas comme les Senghor. Il y a comme une sorte de regard péjoratif quand même. Et c'est pas juste. Parce qu'un écrivain qui vient de publier même à peine 2 ans peut être un auteur formidable. Donc, je crois que la nouvelle génération n'attire pas une curiosité. Peut-être parce que certains chercheurs estiment que, bon, ils n'écrivent pas comme Zola, ils n'écrivent pas comme ceci, cela, mais c'est à tort. Et ça aussi, je crois que c'est un effort qu'il faudra que nous, les universitaires, nous fassions pour que nous donnions de la chance et que nous voyons l'esthétique de ces nouveaux auteurs et leur donner la chance critique qu'il faut avoir. Mais je finirai aussi par dire quand même,
Toi-même, tu es dans le monde de la littérature, il y a beaucoup de promoteurs littéraires ici. Les jeunes d'aujourd'hui, avec la floraison des maisons d'édition, qui sont pas si responsables, produisent, excusez-moi l'expression, parfois n'importe quoi. Vraiment, honnêtement, il faut quand même qu'on se dise, ces nouveaux écrivains font des textes, moi je vois les éditeurs qui publient les enfants qui ont à peine 15 ans, 16 ans, 17 ans. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les Rimbaud en Afrique, mais quand ce Rimbaud, tu prends son texte pour le lire, tu vois qu'il n'est pas encore mature quand même. Hein? Donc, ces maisons d'édition qui naissent comme ça beaucoup, qui veulent faire promouvoir la nouvelle génération, parfois ne mettent pas l'accent sur la rigueur et la qualité des textes souvent fait que cette littérature n'est pas prise au sérieux. N'est pas prise au sérieux. Et ça, c'est aussi une responsabilité qu'il faut imputer à l'écrivain pressé d'aujourd'hui. Voilà. Il faut quand même partager les responsabilités. Il y a co-responsabilité dans cette affaire. D'accord, merci beaucoup, professeur. Et bien sûr, ça sera comme ça. Katel, oui, un instant, Basile, je vais prendre un peu Katel sur la même question. Katel, est-ce que en regardant le champ littéraire, la scène littéraire africaine aujourd'hui, quand on regarde même la francophonie, parce qu'en fait, l'Afrique francophone est celle qui est dite vraiment la moins active ou la moins rigoureuse dans son écriture. Elle est dite vraiment très facile. Est-ce que le problème ne viendrait pas véritablement de l'intérieur, question mentalité? Avant, tu pouvais prendre un auteur, tu pouvais demander à Mongo Betty, non seulement il pouvait te citer les autres auteurs, mais il pouvait te parler de leurs livres. Donc, ils lisaient, entre eux, ils se lisaient beaucoup. Aujourd'hui, vous voyez des auteurs, vous dites, non, je connais Mouklon, je connais Tadio, je connais tel, je connais Hassana Brahim, mais si vous leur demandez, qu'est-ce que Hassana Brahim a écrit? Et là, c'est le blanc total. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'informations. Alors, est-ce que le problème n'est pas plutôt de l'intérieur quant à la valorisation de cette écriture? Oui, il y a des problèmes à tous les niveaux, notamment celui-là. Il y a des problèmes effectivement sur le fait que beaucoup d'auteurs africains ne lisent pas d'autres auteurs africains. C'est vrai. Le public africain lui-même n'est pas reconnu pour être très lecteur. L'économie du livre en Afrique n'existe pas encore réellement. Il y a beaucoup de pays d'Afrique noire où l'économie du livre n'est pas encore établie. Je voulais revenir un tout petit peu sur la question des prix littéraires. Donc, bien évidemment, je pense que c'est entièrement faux de penser que les auteurs africains qui obtiennent des prix littéraires français ou internationaux sont des imposteurs ou des personnes en fait qui comment dirais-je renient leur africanité parce que ils se seraient adaptés au code français. Voilà, la plupart des auteurs, si ce n'est l'écrasante majorité des auteurs africains qui obtiennent des prix brillants en France ou ailleurs, sont réellement, à mon sens, des auteurs qui sont exceptionnels et dont la littérature, si tant est qu'on se donne la peine de la lire, est réellement exceptionnelle. Quand on lit David Diop, quand on lit Emile Boom et tant d'autres, voilà, c'est proprement brillant. Le seul que je mets un tout petit peu à côté, c'est le prix Nobel de littérature, parce que le prix Nobel de littérature n'est pas réellement un prix littéraire, c'est un prix politique, c'est une déclaration politique, le prix Nobel de littérature. Mais les autres prix littéraires organisés notamment par la France et qui sont obtenus par les écrivains africains récompensent la plupart du temps des écrivains proprement brillants. Ça, je tiens à le dire. Et je pense que la question n'est pas sur comment dirais-je, sur la valeur de ces écrivains-là. Je pense que ce qui nous fait mal à nous, Africains, la plupart du temps, et c'est pour ça qu'on se compare beaucoup à la France et que le regard français sur nous peut nous faire du mal. Le problème est pour moi le fait que quand on regarde nous-mêmes notre propre continent, quand on regarde nos propres institutions littéraires, quel que soit le pays africain où nous vivons, eh bien, on se rend compte que c'est le vide. C'est le vide intersidéral. Ça nous fait mal. Forcément, ça nous fait mal. Et c'est tout à fait normal parce que on se rend compte que quand on écrit et quand on vit en Côte d'Ivoire, quand on écrit et quand on vit au Tchad, vendre un livre, c'est extrêmement difficile. On se rend compte que être lu, c'est extrêmement difficile. On se rend compte que avoir
notre livre qui est apprécié par les cercles intellectuels ou universitaires de notre propre pays, c'est difficile. Tu es toujours avec nous? Oui, je suis toujours avec vous. Bon. Est-ce que vous me recevez toujours? Oui. Voilà. D'accord. Donc, je disais que c'est en se regardant nous-mêmes qu'on se rend compte que ça nous fait du mal. Et donc, forcément, on se compare, et notamment, on se compare à un pays qu'on connaît malheureusement bien, qui est la France. Mais c'est une question de temps, encore une fois, pour moi. Je pense que nous avons besoin de temps dans les pays africains pour construire nous-mêmes nos propres structures, nos propres institutions littéraires. Cela ne peut pas se faire du jour au lendemain en claquant des doigts. Le simple fait qu'aujourd'hui, contrairement à avant, il y a des maisons d'édition en Afrique gérées par des Africains. Perdu. Bon, on le reprendra plus tard. Alors, Basile, déjà, tu voulais intervenir, tu voulais rebondir sur l'intervention de Hassana Brahim et ensuite tu vas pouvoir avancer aussi sur la même question de la lecture. Toi qui es auprès de cette jeunesse-là, le lecteur, comment tu analyses le fait qu'ils ne se lisent pas véritablement? Bien, comme tu l'as dit, le problème est à l'intérieur, hein. Mais c'est suite à la question de Jean-Noël Batoum au professeur Hassan Brahim, je voulais dire que c'est vrai, il a parlé des universitaires, mais avant d'arriver aux universitaires, la grande masse se trouve dans les lycées et collèges. Et donc, si au niveau des universitaires, comme professeur Brahim le dit, ils font ces efforts, il faut que ces efforts-là soient faits en amont pour que déjà au niveau des lycées et collèges, la promotion de la lecture soit faite, du livre soit chose comme on appelle faite, de sorte que on puisse véritablement transformer la société. Auquel cas, les institutions littéraires dont rêve mon frère Catel ne verront jamais le jour. C'est pour ça que c'est un travail qui nécessite, c'est un travail de longue haleine, comme Catel l'a dit, mais qui nécessite la mobilisation de toutes les énergies. Je pourrais même aller au-delà pour dire que déjà dans le cycle primaire, il faut que la littérature soit mise en avant. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que dans nos programmes scolaires, et ça c'est un peu partout en Afrique francophone surtout, nous avons à peu près les mêmes programmes. Dans nos programmes scolaires, la littérature est mise sur le banc de touche. Et c'est tout ça là qui fait que nous sommes confrontés à toutes ces dérives-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien d'autre à faire que de former, de sensibiliser déjà la jeunesse pour que les universitaires puissent peaufiner le travail, chose comme on appelle en aval. Mais, comme je dis là, c'est un travail vraiment collectif. Il faut que chacun de nous s'engage. Il faut que chacun de nous s'engage pour qu'on puisse véritablement changer la donne. Et ça, c'est le point le plus important. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord, oui, Basile, ne coupe pas ton micro, je vais rester avec toi. Tu parles d'engagement et je vais prendre cette réaction de Liliane Hermine Songa qui dit qu'elle a assisté au Salon du Livre de l'année dernière à Paris. Il y avait plusieurs Occidentaux curieux de découvrir les auteurs africains et leurs œuvres, mais peu d'Africains. Voilà l'autre question qui va revenir concernant cette solidarité africaine, cette absence de solidarité africaine pour sa littérature et qui affaiblit considérablement. Alors, voilà une question épineuse à résoudre. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui provoque, selon toi, Basile, cette désolidarisation de sa propre littérature? Je dirais que le problème est peut-être social. Social, je vais dire d'ordre économique. Parfois, en tant qu'écrivain, j'étais hier à une exposition quelque part à Abidjan. Je réside à 120 km d'Abidjan. Je suis allé cet après-midi pour le panel. Mais quand vous êtes à une exposition d'ouvrage, combien de visiteurs pouvez-vous engranger? Pas grand monde. Quand vous allez même au Sila,
sur 30 millions d'Ivoiriens, combien prennent la peine de se mobiliser pour un événement d'une telle envergure? Pas un beau monde. Donc, tu comprends que le problème est social parce que les gens, les pratiques de lecture n'ont pas été incluses dans nos habitudes, mais économique aussi, parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, quand on échange avec les éditeurs, on sait aussi que le livre coûte cher. Mais faisons une analyse assez simpliste de la situation. Quelqu'un qui vit avec moins de $1, comment peut-il s'offrir un livre qui coûte $2? Donc, sur toute la ligne, il y a du travail à faire, il y a des réflexions à porter, il y a le volet politique, comme je l'ai dit, mais il y a aussi le volet collectif, le volet social qu'il faut avoir. Je ne dis pas que cet engouement, ce non-engouement, je veux dire, est seulement économique. Il y a bien d'autres facteurs, mais il faut aussi dire aussi, il y a aussi le grand nombre. Il y a aussi le grand nombre. Avant, il y avait très peu d'écrivains. Et donc, quand on a envie de lire, c'est facile qu'on tombe sur Mongo Betty, c'est facile qu'on tombe sur Olympe Delik énorme, des écrivains de mon époque. Mais aujourd'hui, on a ce foisonnement-là. Voilà, on a ce foisonnement-là. Donc, on ne peut pas s'approprier tous les livres, on ne peut pas s'acheter tous les livres vu les conditions de vie. Surtout que aucun de nous, et ça, c'est pas dans nos habitudes, n'a envie de faire plus d'efforts pour faire la promotion du livre. Voilà, donc il y a vraiment assez de facteurs, je ne dis pas que je les maîtrise tous, mais il y a assez de facteurs qui expliquent cet état de fait qui est quand même une réalité. Et si nous l'évoquons, notre souci ou notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse renverser la situation. D'accord, merci beaucoup, Basile. Alors, Hassana Brahim, tu as dû nous suivre en coulisses malgré toutes les questions liées à la connexion. Alors, les auteurs qui ne se lisent pas, toi tu écris beaucoup, mais quand tu as des retours de lecture, en majorité, est-ce que ce sont des auteurs, d'autres auteurs qui viennent ou alors sont les lecteurs? Parce qu'on a l'impression que les auteurs déjà sont réfractaires à l'écriture des autres auteurs africains. Et tout à l'heure, je demandais à Basile, sur la base d'une observation de Amy, qui était au Salon du Livre de Paris, le Salon du Livre africain de Paris, où elle a remarqué que les Occidentaux étaient plus nombreux comme visiteurs que les Africains. Alors, comment, en tant qu'Africain, peut-on retrouver l'amour pour la lecture de son propre continent? Ok, merci. Vous me suivez? Oui, bien sûr, tout à fait. Vous me suivez? Oui, c'est bon. Je ne comprends pas pourquoi le volume est devenu très bas chez moi. Bah, peut-être sur les écouteurs. Ouais, c'est peut-être ces écouteurs. Bon, ça doit être le réseau. Ça doit être le réseau chez. Non, ça doit être les écouteurs. Je me suis connecté mal. Alors, ok, je disais que. La question de la lecture. Oui, tu me suis? Oui, la question de la lecture. La question de la lecture. Oh là là. Non, si vous m'écoutez, je peux parler, il n'y a pas un problème. Moi, je vous écoute bassement, mais ce n'est pas grave. Alors, je disais que la première chose, je voulais... Allô? Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute, Hassan. Oui, on est avec toi. On t'écoute. Ok, d'accord. Je disais que non, avant de continuer, je ne dis pas que les écrivains africains qui sont en Europe, qui ont les prix, sont des mauvais écrivains. Non. On ne globalise pas. Nous sommes souvent très fiers de ces auteurs africains qui ont des grands prix à l'international. Un peu comme nous sommes fiers de nos joueurs qui travaillent, qui jouent dans la Ligue européenne et qui font la fierté de l'Afrique. Il y a des écrivains en France dont je suis ami et qui sont des grands écrivains qu'on respecte.
Mais j'ai dit souvent que nous, on critique les prix et leur esprit dans certaines mesures. Mais on ne remet pas en cause le talent de nos écrivains qui vivent en Europe et qui nous font aussi rêver dans une certaine mesure. Parce qu'on ne peut pas avoir un prix en Europe quand on n'a pas de talent. On est d'accord. Nous dénonçons seulement souvent l'orientation de ces prix et l'influence que ces prix ont sur nos écrivains africains, qui sont souvent des écrivains qui se détachent des combats africains, les vrais combats africains, qui relèvent de notre libération authentique. Cela dit, je reviens à votre question donc par rapport à la lecture. Je crois que vous avez raison de poser la question de la lecture entre écrivains. À l'époque, dans l'histoire de la littérature française, les écrivains se côtoyaient, s'écrivaient, échangeaient leurs manuscrits, devenaient des amis. Nous devrons faire la même chose à travers ce que nous faisons là maintenant. Faire la rencontre, les salons des écrivains, créer des colloques, des salons de livres, des écoles littéraires pour nous rencontrer, des prix littéraires pour nous rencontrer, des festivals littéraires, etc. Je crois que ces rencontres doivent être intensifiées, rotatives et surtout intenses. Mais nous pouvons aussi, de manière encore plus africaine, revenir dans nos valeurs, comme la tontine des livres. Hein? Si nous avons une association qu'on appellerait la tontine des livres, entre guillemets, je délire, hein, je dis ce que je prends le mot tontine, j'aurais pu en prendre un autre. Que par exemple, dans cette association de tontine des livres, on a par exemple 200 écrivains inscrits. Et que si un écrivain publie, chaque écrivain dans l'association a l'obligation de se procurer d'un exemplaire. Par exemple, ça permettrait quand même, dès qu'on a publié, de vendre au moins 200 exemplaires, 300 exemplaires, 1000 exemplaires selon le nombre des adhérents. Et que ces livres puissent être dispatchés dans le monde entier à travers ce type de plateforme. Donc, je crois que les premiers auteurs, les premiers lecteurs des auteurs doivent être des écrivains. Ce d'autant plus que sur le plan social, nous avons constaté malheureusement que d'une part, les gens lisent peu, d'autre part, les gens souvent n'ont même pas les moyens d'acheter les livres. Et puis, nous avons aussi la concurrence des réseaux sociaux où les livres se téléchargent facilement. Et malheureusement, cela aussi tue l'entrepreneuriat du livre, l'industrie du livre, parce que si le livre ne se vend pas, les maisons d'édition meurent et par voie de conséquence, l'écrivain avec. Donc, moi, je pense que nous pouvons innover. Nous pouvons innover en permettant aux écrivains de se lire mutuellement, en créant ce genre de plateforme. Hassan Brahim, je crois que nous avons perdu nous créons une association donc, d'écrivains lecteurs. Il nous retrouvera une fois qu'il est reconnecté. Bien, nous tirons. Ah, c'est déjà la fin. À des centaines et des milliers d'écrivains pour qu'un livre publié soit lu par des centaines et des milliers d'autres écrivains. Bon, parce que là, je vais prendre le temps je vais d'abord interrompre sur ça. Bien, l'inaction. Si nous sommes les premiers acheteurs des livres, nous-mêmes des écrivains, nous pouvons permettre. Allô? Oui, Hassan Brahim, tu es toujours là? Allô? Bon, là, je crois que Allô? nous avons. Allô? Oui, nous écoutons. Oui, nous écoutons Hassan Brahim. Parce que j'ai vu que mon micro était fermé. Non, c'est bon, vas-y, tu peux continuer. Oh là là. On te suit, tu peux parler. Ah oui, parce que je disais, je ne sais pas si vous avez écouté une partie de ce que j'ai dit. Oui, bien sûr. Oui, je me résume. Oui, je disais que
ou le concept de l'écrivain acheteur. À savoir que si sur le continent africain et même étranger, nous avons une plateforme de 2000, 3000, 4000 écrivains acheteurs et que chaque écrivain qui publie une œuvre est acheté, entre guillemets, mais ça permet également au livre de circuler et de circuler entre les mains de ceux qui aiment le livre. Parce que malheureusement, nous entrons avec les réseaux sociaux dans l'ère de la fainéantise. Il faut le dire, les gens vont lire de moins en moins. Les gens vont plus voir les médias, vont plutôt prendre les contenus audiovisuels des réseaux sociaux que de se pencher 2 jours, 3 jours sur un livre. La lecture sera une affaire d'élite, sera une affaire un peu, disons, sectaire, entre guillemets, pour dire que c'est une affaire de ceux qui aiment d'abord et avant tout le livre. Nous allons peut-être vivre un peu en autarcie pour un temps, en attendant que la société nous permette une nouvelle ère de boom de lecteurs. Mais et je crois qu'en se rétrécissant, il serait mieux que nous soyons nous-mêmes nos propres et nos premiers consommateurs. Donc, c'est ce que je suggère. D'accord, merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous suivent, j'aimerais rappeler évidemment que c'est le SAPLO qui aujourd'hui s'achève. Le thème global, je pense, dont je livre a commencé lundi. Nous sommes dimanche, aujourd'hui 30 novembre, et nous sommes à la fin de ce SAPLO. Mais avant de boucler, je vais faire un dernier tour de table avec mes panélistes autour d'une question qui un peu complexe. Mais justement, Basile, je commence avec toi. Les prix littéraires, parce qu'en fait, il faut bien valoriser la littérature, cette littérature francophone. Les prix littéraires, à quoi nous servent-ils? Je vais un peu développer la question. Ces prix littéraires, les prix littéraires, nos grands prix littéraires, ceux qui ont des prix littéraires à l'étranger. Alors, l'action sur le terrain au Cameroun pour la littérature, en Afrique, pour la littérature, je dois dire qu'elle est quasiment nulle. Elle est quasiment nulle parce que l'on ne voit pas pousser des initiatives littéraires, des cafés littéraires, des accompagnements littéraires qui foisonnent. On ne voit pas une grande implication des récipiendaires, des prix littéraires. Très souvent, il y a des prix, l'Afrique les acclame et on s'en tient là, on attend le prochain prix qu'on va acclamer. Alors, comment cela s'explique que malgré toute cette influence qui est gagnée ailleurs, on ne retrouve rien d'influent, d'équivalent sur le sol africain? Qu'est-ce qui pose problème? Et je reviens là pour cette désolidarisation. Par rapport, tout à l'heure, tu as mentionné le prix Basile, c'est ça que je reviens maintenant, le prix du livre. Mais maintenant, il y a l'attitude de l'Africain au prix, celui qui n'a pas de problème de prix ou autre chose, celui qui a une influence qui doit communiquer. Alors, comment se fait-il que lorsqu'ils ne sont pas invités par de grandes structures, peut-être l'Institut français, l'Institut Goethe, quand ils ne sont pas invités, ils ne font pas la démarche tout seul, pour pouvoir dire, OK, je vais aider à développer la littérature sur le continent, je vais mener telle action, telle action. Très souvent, quand ils sont en tournée, c'est pour promouvoir leur prix. Alors, Basile, qu'est-ce qui peut justifier une telle désolidarisation? Merci. Je pense que tu l'as déjà dit. C'est notre dernier tour de parole, si je ne m'abuse. Je voudrais féliciter et saluer l'initiative de nos frères qui nous ont donné l'opportunité d'intervenir ce soir. Et puis, depuis la création de notre groupe WhatsApp, je crois que je suis rentré en contact avec chacun de vous pour aujourd'hui raffermir nos liens, montrer notre africanité, montrer notre destin commun, parler de livres. Et donc, je me réjouis à plus d'un titre d'avoir participé pour la première fois à ce salon en ligne. Alors, en parlant des prix littéraires, le problème, pour moi, le problème de l'Afrique est avant tout, pour ce qui est de la littérature, moi je suis enseignant et je m'appuie sur mon essai, il est avant tout politique.
dans notre, si vous voulez, dans notre politique générale, on n'est pas encore arrivé à faire de l'éducation, le vrai mot c'est cela, à faire de l'éducation la priorité. Malgré tous les efforts que nous faisons, l'éducation n'a pas encore pu occuper la place qu'elle mérite. Or, qui dit éducation, dit tout l'écosystème de l'éducation. Et dans l'écosystème de l'éducation, il y a le positionnement du livre qui malheureusement n'est pas là. Et donc, les prix littéraires, je pense que là-dessus, mon frère Brahim a fait une brillante intervention, chose comme on appelle, Catel aussi est revenu pour recadrer. Ils ont leur travail, c'est de la reconnaissance, c'est bon, mais comme tu l'as dit, le constat, c'est qu'il n'y a vraiment aucune activité en faveur de la promotion, de la vulgarisation du livre. Peut-être que c'est notre passage sur ce panel-là qui va les interpeller, qui va demander aux uns et aux autres à faire plus d'efforts pour que le livre retrouve son lustre d'antan, parce que c'est cela. Si l'école, dans les années 60, 70, 80, avait le lustre qu'il a perdu aujourd'hui, c'est parce que le livre était bien au centre. Et là, je le dis en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, professeur des lycées et collèges. Et donc, il y a fondamentalement un travail, je dirais un travail politique, une vision politique que nous devons développer, qui devait pouvoir mettre l'éducation en priorité. Et mettre l'éducation en priorité, c'est mettre tous les écosystèmes de l'éducation en priorité. Et je pense que c'est à ce prix-là que l'Afrique va pouvoir émerger, que l'Afrique va pouvoir se présenter véritablement au rendez-vous du donner et du recevoir. Sinon, pour l'instant, nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir, mais dans la posture de celui qui reçoit seulement. Nous n'avons encore rien donné. Et donc, comme je vais conclure, en parlant donc de littérature francophone, il faut bien effectivement nationaliser nos littératures, décomplexer nos littératures. Aujourd'hui, ce qui me réduit, c'est que notre littérature est de plus en plus décomplexée. J'ai un collègue ivoirien, Fabrice Beau, qui a écrit une magnifique pièce de théâtre, mais dans cette pièce de théâtre, après, je lui ai fait un écrit pour lui dire, tu as décloisonné l'écriture, tu as déclassifié l'écriture, et de plus en plus, c'est cela. Aujourd'hui, vous lisez, le dernier ouvrage que j'ai acheté à la librairie de France, c'est l'Évangile selon Judas du grand frère Alain Tailly, mais nous sommes dans un nouveau monde d'écriture où il n'y a vraiment plus de cloisonnement. Et donc, pour revenir à la thématique, la littérature africaine, faut-il redéfinir les théories et les pratiques? Je réponds tout de suite par l'affirmative, parce que les théories d'hier sont en train d'être, je ne dirais pas qu'elles ont été remplacées, mais elles ont évolué dans le temps et dans l'espace. Et donc, cette littérature francophone, c'est vrai, on peut tout lui reprocher, mais il faut dire qu'aujourd'hui, elle est vivante, elle est très vivante, et ensemble, nous devons continuer de la revivifier jusqu'à ce que nous puissions, selon la pensée de Catel, institutionnaliser les véritables institutions littéraires. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Basile. Et ça, bien sûr, nous le retenons, Catel. Alors, toi qui es avec nos frères littéraires là-bas en France et tout ça, tu fais comment pour les ramener ici, pour parler un peu comme au quartier, hein? Tu fais comment pour les déloger un peu, pour, c'est pas moi, les secouer qui viennent mener des activités et ceux qui ne viennent pas seulement en tournée pour dire, bon, oui, j'ai eu tel prix, bon, voilà, c'est bon, toute l'Afrique va saluer et après, bon, ils vont rentrer. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils viennent travailler la littérature en Afrique? Ou alors qu'ils viennent travailler pour la littérature d'Afrique francophone? Je pense qu'il faut leur poser la question à eux. Je pense que je trouve toujours un peu dommage de poser des questions sous la forme d'un pseudo-reproche. Moi, je trouve que les écrivains africains qui réussissent en Europe ou ailleurs font déjà énormément. Ils font énormément, pas seulement pour leur propre réussite, mais ils font énormément des choses qui ne sont peut-être pas médiatisées.
des choses dont on n'entend peut-être pas parler, mais ils font déjà énormément. Vous n'êtes pas sans savoir que le simple fait de réussir à se faire un nom en tant qu'écrivain africain, c'est déjà une prouesse en soi. C'est déjà quelque chose de très difficile. Et ensuite, oui, il y a des initiatives. Toujours là. Je suis toujours là. Moi, je suis toujours là. On a perdu la deuxième partie de ton discours. Moi, je vous entends toujours. Moi, je l'entends aussi bien. Hein. Ray, je pense que c'est toi qui m'entends pas, Ray, mais les autres m'entendent. Non, je t'entends. Ok, d'accord. Donc, je pense que il faut poser la question directement donc à ces auteurs africains, et je pense que vous serez surpris par les initiatives que certains de ces auteurs-là ont déjà prises sur le continent même. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. L'autre chose, c'est que je suis donc le directeur d'une agence littéraire, et les 3/4 des auteurs et autrices que j'accompagne vivent sur le continent africain. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. J'insiste là-dessus parce que le schéma habituel qu'on connaît, c'est je suis un auteur qui vit en Afrique et j'espère aller réussir en Europe, notamment en France. Et aujourd'hui, la plupart des auteurs que j'accompagne, non seulement souhaitent rester vivre sur le continent africain, mais souhaitent aussi réussir sur le continent africain. Et ça, c'est quelque chose dont on doit se féliciter, d'avoir donc ce changement de mentalité petit à petit qui s'instaure et qui fait que demain, la nouvelle génération d'auteurs et d'autrices d'Afrique qui s'annonce est une génération qui va encore plus que nous aimer la littérature africaine et qui va vouloir la faire briller encore plus que nous. Donc, j'appelle à un peu de patience, vraiment à un peu de patience, parce que nous sommes pierre après pierre en train de préparer une génération que moi, je ne crois pas du tout aussi, j'allais dire, aussi fainéante que certains veulent la faire croire. Il y a bien sûr des brebis galeuses, mais je pense surtout qu'il y a énormément de talents et d'écrivains et d'écrivaines brillantes sur notre continent qui maintenant, contrairement à avant, souhaitent rester vivre sur le continent africain et qui souhaitent briller depuis le continent africain. Merci beaucoup, Katel. J'ai bien sûr cet aspect objectif que tu as toujours, et voilà, justement, regarder tous les aspects et pouvoir les présenter de telle sorte qu'on puisse comprendre entre ce qui est visible, ce qui ne l'est pas, ce qui est fait, ce qui ne le serait pas. D'accord. Merci encore, Katel, pour cette intervention. Alors, Hassan Abrahim, je vais conclure avec toi par rapport à cette question de façon globale. Donc là, on est vraiment sur le mot de la fin et je vais te le laisser. Par rapport à notre thème, la littérature francophone d'aujourd'hui, faut-il redéfinir les théories et les pratiques? Basile, c'est un oui. Katel, c'est un oui. Et il y a des promesses, il y a des propositions, il y a un futur. Alors, Hassan Abrahim, qu'est-ce qu'on peut dire pour Fermé? Merci pour me donner cet honneur de conclure. Déjà, je remercie l'initiative de ce débat très riche, ses organisateurs notamment. Je salue mes frères africains que j'ai écoutés avec beaucoup d'intérêt et les efforts qu'ils font pour, je parle là de deux panélistes, pour faire la promotion de la littérature africaine. Vraiment, je vous encourage et je crois qu'on va rester en contact pour continuer cette œuvre ensemble. Alors, pour revenir à la question, faut-il redéfinir les pratiques et les théories? Oui, je crains même que nous n'avons jusqu'ici que imiter les pratiques et les théories des autres. Excusez-moi, je parle là d'un point de vue de l'écrivain africain.
je ne me reconnais pas authentiquement dans les théories et les pratiques que nous a enseigné l'école occidentale. On veut écrire comme Victor Hugo, on veut être des romantiques, etc. Je crois que les Africains doivent, au risque de se diluer dans la littérature occidentale, définir les pratiques et les théories qui lui sont, l'écrivain, qui lui sont propres. La négritude a commencé, il y a d'autres théories comme la griotique. Aujourd'hui, moi, je parle d'écrivaintologie. Et je crois qu'on a très peu parlé de théorie, malheureusement. Peut-être que c'est un peu trop technique, universitaire, mais peut-être qu'une autre fois, on pourrait penser à parler que de théorie et voir dans quelle mesure chaque théorie peut nous apporter notre authenticité. L'authenticité, pour moi, ce n'est pas le fait de dire que nous sommes africains, nous avons une littérature à part, entière. Je veux seulement que nous ayons une littérature à part, à savoir que nous avons notre esthétique et notre thématique propre et qui s'universalise. Quand, par exemple, je lis les surréalistes, c'est d'origine française, mais je peux écrire un poème surréaliste sans être français. C'est pour dire quoi? Nous devrons vendre nos théories. Nous devons vendre nos pratiques. Hein? Et pour cela, nous devrons accepter la pensée africaine, que ce soit sud-africaine, ivoirienne, sénégalaise, camerounaise, et que nous devons la partager. Il y a par exemple au Sénégal le mouvement décolonial de la littérature. C'est très beau. Pourquoi les écrivains ne s'agrègent pas autour d'un tel concept et écrivent des œuvres, des romans, des poèmes dans cet esprit-là? Hein? Regardez les surréalistes, par exemple, en France. C'est un groupe d'écrivains qui ont été accompagnés par des peintres, par des philosophes et même par une maison d'édition, les éditions Minuit. Hein? Pourquoi est-ce qu'on n'impose pas une pensée, une manière d'écrire africaine ou francophone, si vous voulez, et qu'on peut la vendre aux autres? Je crois que pour répondre de manière simple, oui, nous devrons redéfinir, c'est-à-dire s'approprier notre manière de voir la littérature. Nous devrons créer des théories, créer des pratiques et les vendre. Ce serait important, un peu comme nous on vend l'ondolé en Europe, un peu comme on vend je sais pas, un plat africain particulier en Europe. Je ne serai pas long puisque c'est le mot de fin. Je crois que c'est notre devoir et ce devoir ne fait que commencer. Et pour cela, il faut se décomplexifier. C'est-à-dire qu'on doit croire en nous-mêmes. Hein? Moi, j'aimerais bien avoir une école de pensée littéraire en Côte d'Ivoire. Je serais très content de voyager en Côte d'Ivoire pour rencontrer une école littéraire ivoirienne, puiser dans cette école la matière pour écrire mon œuvre, une œuvre littéraire, un roman. Hein? On a par exemple Werewe Likin qui s'est installée à côté et elle a créé tout un village théâtral africain. Pourquoi on ne l'accompagne pas? Pourquoi on ne fait pas un pèlerinage littéraire dans ce village de Werewe Likin, voir qu'est-ce qu'elle a amené comme pratique africaine au théâtre africain et vulgariser et aller montrer ça aux Américains. C'est ça notre défi en réalité. Ce n'est pas forcément ce complexe d'avoir des grands prix occidentaux qui sont merveilleux, mais si nous pouvons l'avoir parce qu'on a écrit authentiquement africain, ce serait mieux. Hein? Moi, j'aurais bien voulu voir Senghor n'a pas eu le prix Nobel, par exemple. Amadou Kourouma n'a pas eu le prix Nobel. C'était des gens qui ont pensé l'Afrique d'un point de vue thématique, d'un point de vue esthétique. Et ils sont morts avec quel prix? Hein? C'est ça en fait, si vous voulez, le mal que j'ai. C'est de ne voir que des Africains, peau noire, masque blanc comme du Favenon, qui sont les plus vantés, alors qu'on a eu des génies comme Senghor, des génies comme Amadou Kourouma, comme Ferdinand Oyono au Cameroun, Mongo Betty, qui n'ont pas eu de grands prix, alors que c'était des vrais Africains, des Africains qui ont vendu nos valeurs, mais qui ont été, comme je l'ai dit dans l'écrivaintologie, effacés, parce qu'ils ne font pas l'affaire peut-être, effacés parce qu'on ne les a pas, nous-mêmes Africains, suffisamment valorisés. C'est ça, c'est ce cri-là qui me pousse à dire oui, nous devrons redéfinir nos théories, les africaniser et africaniser nos pratiques pour nous-mêmes et pour les autres. Merci. Merci tout le monde. Merci Hassana Brahim, merci Basile Ali, merci Kanté, tout le monde. Vous avez été juste
plus qu'à la hauteur de ceci. Je n'ai même pas envie de le dire ici. Pour boucler ce salon du promoteur littéraire online, on n'aurait pas pu faire mieux. Donc, merci encore. Merci à tout le monde qui nous a suivis. Jean-Pierre Noël Bateau, Marie-Françoise, Ibovi, Pauline Angolo, Bébé Chkou, Liliane Amine Songa, Natacha Odona, tout le monde qui a toujours été Amina Dam. Et donc, merci tout le monde. Et ceux que je ne peux pas citer tout le monde. Mais vous avez été là tout au long de la semaine. Et Pauline, merci encore d'être toujours derrière, en train de pousser à gauche, à droite, piquer par-ci, piquer par-là, essayer de réveiller tout ce monde-là qui parfois s'endort. Et c'est ce qu'on attend de notre littérature. Et comme Hassan Brahim l'a si bien dit, nous sommes là et nous avons des valeurs à proposer. Katel l'a dit, nous avons des institutions à mettre sur pied. Basile l'a dit, nous avons cette amitié à consolider. Merci tout le monde, merci et à l'année prochaine pour le prochain Saplo.